Bonjour à toutes et à tous. Bon, donc, je vais vous parler de ce sujet, la marqueur de caractérisation de la luzerne déshératée, donc, qui est un sujet qu'on a mis en place depuis quelque temps, au moins une bonne année, on va dire, chez Luzerne de France, chez Luzerne de France Coopération Agricole. Bon, il y avait auparavant des choses qui ont été faites par le passé, enfin, ou des interrogations. Voilà. Donc, tout d'abord, un petit rappel là-dessus. Donc, en fait, bon, chez les Yalis en particulier, mais ça peut concerner aussi d'autres opérateurs. Donc, lorsqu'on sort de nos frontières, on est confronté à d'autres offres de produits. Et le produit référence, ça reste quand même le foin de luzerne, donc c'est chez Soleil, bien sûr. Donc, il y a quelques années, on avait été sollicité par un opérateur américain justement pour défendre la spécificité de nos produits exportés par rapport à des offres locales concurrentes. Donc, il avait besoin de se démarquer, de prouver que son produit était quand même différent de ce que ses clients pouvaient trouver ailleurs, par ailleurs. Et puis, on le voit aussi, nous, sur des marchés qu'on cherche à développer sur d'autres parties du monde que l'Amérique du Nord, où là, effectivement, lorsqu'on arrive avec nos produits, luzerne déshydratée, la référence étant toujours le foin, c'est toujours un petit peu compliqué de comparer directement, bon, d'autant plus que les gens, bien souvent, le côté visuel des choses, et lorsqu'on arrive avec un produit qui ne ressemble pas du tout à un brin avec des feuilles dessus, les gens se demandent ce qu'on veut leur vendre. Donc, il y a toujours une méfiance. Donc, faire reconnaître la légende des is, ça a quand même son intérêt. Par ailleurs, il y a aussi quelques années, on a été aussi surpris d'une modification du catalogue européen des matières premières en alimentation animale, qui est la Bible, si je puis dire, sur ce marché, où le mot déshydraté a tout simplement disparu. Donc, on parlait plus que de luzerne séchée. Compte tenu de l'historique qu'a la filière française et même plus largement européenne via la CIDE, une de nos craintes, c'était aussi de perdre des acquis marketing si on ne pouvait plus utiliser ce mot déshydraté. Et ce mot déshydraté, il faut bien sûr le préciser par rapport à une terminologie générique séchée. Donc, ça aussi, ça faisait partie de notre ambition. Donc, finalement, par rapport à tout ça, c'était au niveau de la filière de dire ben, on trouve un marqueur spécifique assez simple d'accès, notamment au niveau laboratoire, pour caractériser une luzerne déshydratée ou une luzerne autre, mais à partir d'un simple échantillon, trouver une astuce, un moyen de dire ben, voilà, ça c'est un produit déshydraté, ça ce n'est pas un produit déshydraté. En termes de démarche, on a procédé de la façon assez classique dans une première partie bibliographie, donc qui nous a permis d'identifier des candidats marqueurs. Donc ça, c'est la chose assez classique. Une fois que la biblio donne une information, c'est intéressant, c'est un peu théorique, hein, l'histoire de l'art, l'état de l'art, comme on dit, pas l'histoire de l'art, c'est une autre chose. Par contre, c'est quel est l'état aujourd'hui de la réalité et de nos pratiques. Donc, on a choisi de travailler par enquête, donc échantillonner des produits, soit d'un côté sur nos productions déshydratées, soit sur ce qui existe sur le terrain, sur notre concurrent, si je puis dire, les foins, donc pour voir comment ces marqueurs peuvent se positionner de deux côtés pour ces produits. Et puis la troisième étape, assez classique, ben, une fois qu'on a acquis l'information, la référence, ben, c'est de communiquer, de justifier ces différences, puis au passage de rappeler les bénéfices zootechniques des usages déshydratés. Donc voilà un peu la démarche qu'on a entreprise. Alors tout d'abord, bibliographie, donc ça c'est fait. Les résultats, je peux vous en parler, alors je ne vais pas tout vous présenter, mais quelque chose de synthétique. C'était fait là sur l'année précédente, 2020. Donc, pour offrir un peu de porte ouverte, vous le connaissez tous, peu ou prou. Donc, la technique de DESI, c'est quand même quelque chose d'assez ancien, hein, notamment aux USA, hein, les années 30, hein, du siècle dernier. Bon, en Europe, ça a mis un peu de temps à arriver, hein, une trentaine d'années pour traverser l'Atlantique, donc années 60, et on va fêter, ou on est en train de fêter des soixantenaires cette année. L'intérêt de l'adhésie, ben, on le sait tous, hein, on en parle tous les jours lorsqu'on fait la promotion de nos produits, c'est qu'on préserve, c'est ce qui est de mieux pour préserver la qualité des fourrages qui sont soumis. Donc, comment ben, effectivement, en préservant les molécules les plus fragiles, donc on imagine les sucres, hein, la déshydratation va tuer la plante très rapidement, donc on va arrêter l'agonie par respiration qui continue à consommer les sucres, qui sont des substrats à la fois pour les micro-organismes, mais aussi pour les animaux que le produit est censé nourrir. Donc, on va avoir une préservation de ces molécules a priori, donc
par rapport à un foin quelque chose de plus élevé. Et puis à l'inverse, les fibres qui sont un matériau complètement inerte, enfin des composés complètement inertes. Donc du fait de la non-dilution, du fait de la disparition des sucres et d'autres molécules sensibles comme les vitamines, cette teneur-là devrait en théorie augmenter. Alors je dis en théorie parce qu'en fait, lorsqu'on a regardé les éléments donc, en bibliographie, donc, on a interrogé une banque de données en France, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la banque de données de l'AFZ, pour l'Association française de zootechnie, bon, qui compile grosso modo toutes les analyses de matières premières faites en France et en Navarre, voire même un peu au-delà. Donc, dans cette base de données, il existe, en juillet 2020, il y avait environ 16 000, oui, 16 000 luzernes déshydratées et 1500 foins. Vous voyez déjà un déséquilibre de population. On analyse beaucoup plus facilement des luzernes déshydrates que des foins. Donc, sur le graphique ici, vous avez bon, un certain nombre de critères hein, qui sont listés là à droite, matière azotée totale, les celluloses, matière grasse, etc., les différents éléments de composition, avec les deux types de produits, les foins et les déshydrates. Et si on regarde les critères qui nous intéressent, hein, tout à l'heure on a parlé des sucres, en théorie le sucre, les sucres devraient être plus élevés pour la partie désir, donc c'est le côté marron, mais on s'aperçoit qu'en fait, quand on regarde les chiffres, la base de données, ben, il n'y a pas vraiment une grosse différence, on a même un effet plutôt inverse, la désir est plutôt moins riche en sucre. Hein. Et à l'inverse, pour les teneurs en fibres, hein, donc on peut prendre le critère cellulose brute, CB ici en orange, ou les critères Van Soest, NDF, ADF en bleu et en vert, mais on s'aperçoit que entre les deux types de produits, on n'a pas vraiment d'écart, hein, sachant que le point central, c'est la moyenne, on a le plus gros, la population des points, puis là, on a les extrémas, donc en fait, c'est un peu des courbes de Gauss vues d'au-dessus. Donc sur ces niveaux-là, on ne peut pas faire de différence statistique. Donc ces critères de composition ne sont pas forcément, enfin, les critères de composition classiques ne sont pas forcément les meilleurs candidats. Donc on passe à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre critère? Ben, des critères plus nutritionnels, plus zootechniques, puisqu'on sait très bien, et Samuel l'a rappelé, que la DESI, c'est aussi une technique qui nous permet de protéger les protéines du rumen, les fameuses protéines bypass. Hein, donc, bon, c'est des choses qui sont quand même connues depuis un petit bout de temps, même avant 1993, même si j'ai cité cette référence-là, mais c'était déjà documenté avant. Et donc, lorsqu'on reprend la même base de données et qu'on élargit un petit peu les critères et qu'on va regarder les critères plus digestifs, hein, vous les voyez là à droite du tableau, hein, vous avez ici, vous retrouvez les critères dont on a parlé tout à l'heure, les critères de composition. Mais effectivement, on s'aperçoit que les deltas sont quand même beaucoup plus nets hein, sur ces critères, hein, digestibilité d'énergie, hein, DE ici, la dégradabilité, donc dégradabilité ruminale théorique de la matière sèche, ou la dégradabilité enzymatique de l'azote à 24 heures. C'est pour ça qu'il y a 24, sachant que ces critères-là sont peu ou prou liés, comme la solubilité de l'azote, qui va être liée à la dégradabilité théorique de l'azote ou des protéines, et la digestibilité, dégradabilité enzymatique. Donc effectivement, ces choses-là peuvent être intéressantes, mais le problème là, sur cette base de données, c'est qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure, les populations sont complètement déséquilibrées. On a un gros paquet de luzerne désir et un paquet beaucoup plus limité de foin de luzerne. Donc la pertinence de la comparaison directe n'est pas forcément toujours bienvenue. Et puis là, je ne l'ai pas figuré, mais si on rajoutait les barres d'incertitude, notamment qui peuvent représenter l'écart type, on aurait des choses qui montrent une très forte variabilité. Et là encore, les tests statistiques ben, ne nous donnent pas des choses vraiment très, très tranchées. Bon, globalement, tout ça pour dire que ben, dans le choix de ces critères nutritionnels de composition, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a quand même conservé, bon, parce que ça peut aussi avoir un intérêt par ailleurs, ce critère dégradabilité enzymatique de l'azote ou des protéines, donc ce qui va nous permettre de prédire les protéines bypass. Et vous voyez derrière l'usage qu'on peut en faire d'un point de vue marketing. Donc on l'a conservé, d'autant plus quand on voit ce graphique, on a quand même un écart bon, qui visuellement n'est pas idiot, mais je rappelle, statistiquement non significatif. Au-delà de ça, lorsqu'on va déshydrater nos produits, ben, il se passe des choses. Hein. On va chauffer la matière. Alors, c'est valable pour la luzerne, mais c'est valable pour un tas d'autres produits ou coproduits. Donc, en fait, on va avoir un effet où l'azote constitutif des protéines va se lier aux fibres. Donc, le critère fibre qui est retenu, bon, c'est plus une approche américaine. Hein, Van Soest, c'est l'ADF hein, pour la fraction soluble à l'acide. Et effectivement, ces choses-là, ça commence à se produire dès qu'on a des réactions de Maillard. Donc,
historiquement, on a développé des méthodes justement pour doser cet azote lié aux fibres, et c'est ce qu'on appelle la méthode ADIN. Donc c'est l'azote lié à l'ADF, hein, bon, pour acide détergent insoluble nitrogène. Désolé pour l'anglais. Et ce qui est très bien documenté, hein, puisque les Américains ont pas mal travaillé là-dessus, vous voyez les dates, et d'autant plus ce critère-là rentre dans le système d'évaluation énergétique des fourrages et même de tous les aliments. On détermine cette valeur d'azote bloquée dans l'ADF pour calculer une valeur énergétique. Ça ne se fait pas en France, mais dans le système américain, qui n'est pas du tout le système UFPDI, ça marche. Donc, c'est des données qui sont relativement disponibles. Donc un exemple aussi des travaux qui ont montré cette liaison entre le chauffage du produit, donc qui est nécessaire à la déshydratation. Hein, le chauffage, c'est bien la source d'énergie qui va permettre l'évaporation de l'eau. Plus on va chauffer des produits, donc là c'est de la luzerne, hein, en l'occurrence. Hein, donc au départ ça ne bouge pas trop, mais dès que les températures augmentent, hein, sur des fours classiques où c'est de l'air, en fait le niveau d'azote lié à l'ADF va monter. Si on travaille avec de la vapeur surchauffée, donc là c'est quelque chose de beaucoup plus violent en termes d'apport énergétique, hein, c'est un apport énorme, ben là effectivement il n'y a pas besoin de monter très haute température pour avoir cette liaison qui va se faire. Donc c'est vraiment lié à la température sous pression atmosphérique normale ou à la quantité d'énergie, bon, lorsqu'on peut travailler avec d'autres systèmes d'apport d'énergie. Sinon, lors de la réaction de Maillard, donc j'en parlais tout à l'heure, hein, le chauffage, effectivement, il y a l'azote qui se combine aux fibres, mais aussi ce qui se passe, c'est que l'azote, à travers les acides aminés, notamment un qui est assez connu en nutrition animale, la lysine, qui est un acide aminé limitant, va se lier facilement au sucre. Bon, c'est valable pour tous les acides aminés, mais le système qui est le mieux décrit, c'est quand même la liaison lysine et sucre. Et donc, par enchaînement, il va se créer des macromolécules de composés de Maillard. Et le premier impact de la mise en place de ces molécules dans la matière première, c'est que ça va être moins digestible, c'est moins biodisponible et notamment homonogastrique. Et en fait, parmi la foultitude de molécules qui existent, il y en a une qui s'appelle la furosine, qui est une molécule qui se forme au tout début des réactions de Maillard. Bon, réaction de Maillard, vous connaissez, hein, c'est le brunissement. Donc, avant même l'apparition de la couleur marron qu'un œil pourrait voir, alors après, il y a des méthodes colorimétriques qui pourraient peut-être le détecter, mais bon, il y a cette furosine qui va apparaître, et puis ensuite, l'enchaînement sera avec d'autres molécules. Donc là, vous avez une étude qui est assez récente, en 2020. C'est pour dire que ces investigations sur les matières premières d'alimentation animale sont quand même très, très, très récentes. Hein. Le dosage de furosine, c'est quand même des choses qui sont plus courantes dans le domaine du food. Mais là, c'est le seul travail qu'on a pu trouver, où là, on voit quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que cette furosine, elle marche très bien pour la luzerne. Hein. Vous avez sur le graphique là différentes matières premières avec différents traitements. Hein. Donc, dans le cas de la luzerne, ceux qui s'intéressent, la luzerne en verre, donc sortie du champ, de l'ensilage, du foin, on voit que le niveau de furosine bouge très peu. Hein, à redire, il y a une espèce de soupir lorsqu'on passe au foin. Donc là, on va chauffer un petit peu, hein, le séchage. Par contre, l'adhésif, ça ne pardonne pas. Là, tout de suite, on grimpe au plafond. Hein. C'est quand même assez rassurant, si je puis dire, c'est que ce n'est pas spécifique à la luzerne. Ça marche aussi avec la pulpe de betterave. Là aussi, on est un petit peu concerné, une bonne partie des gens qui sont autour des écrans, donc autour de la table. En fait, on pourrait se servir aussi, si jamais on avait un besoin de caractériser de la pulpe de betterave déshydratée, par rapport à ce critère-là. Bon, et puis là, pour vous avez aussi un autre exemple qui est assez sympa, si je puis dire. Donc, c'est le pois, hein, le pois où entre un pois cru et un pois toasté. Hein, le toastage, c'est un phénomène de traitement par la température très utilisée en nutrition animale pour augmenter la valeur énergétique, nutritionnelle. Mais là, effectivement, ça marche bien. Donc, cette furosine est un bon candidat assez intéressant. Alors, d'autres candidats ont été évalués. Hein. On a regardé, bien sûr, les vitamines, et notamment la plus célèbre d'entre elles, le carotène. Bon, le problème, vous le connaissez tous, hein, on peut le préserver au champ, mais après, au stockage, un peu plus compliqué, sauf à mettre en œuvre des techniques beaucoup plus poussées que ce qu'on fait classiquement dans nos stockages de luzerne déshydratée, à savoir du froid, de l'inertage. Bon, on peut le faire sur une petite partie pour certains de nos produits, mais pour autant, ça n'empêche pas complètement la dégradation. Et là, effectivement, comme l'idée, c'est de pouvoir à tout moment
caractériser notre produit, ben, si on attend trop longtemps, au bout de 2 ans, par exemple, s'il n'y a plus de carotène, ben, il n'y a plus rien à mesurer, et pourtant le produit aura été déshydraté. Donc on a laissé tomber ces critères-là. Donc finalement, on va garder dans le cadre de la manip donc trois critères. Bon, le premier qui est la dégradabilité enzymatique de l'azote. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant, qui se fait de façon assez routinière. Alors, je mets les guillemets qui vont bien parce qu'on ne fait pas ça tous les 4 matins, mais c'est facile à trouver. Donc, c'est une méthode qui a été développée dans les années 80-90 par Jocelyne Frère à l'INRAE de Clermont. Donc, c'est quelque chose qui est bien connu. Bon, même si ça ne fait pas référence au niveau international, les Américains ont leur propre méthode, ou même plusieurs méthodes, un peu sur le même principe. Ce sont les enzymes d'utiliser qui vont être modifiées avec des conditions d'application, mais c'est exactement le même principe, quoi. Donc, et ce qui est sympa dans ce critère-là, c'est que c'est un critère zootechnique, donc qui est ensuite facile à valoriser par rapport à d'autres produits. Sinon, les deux autres qu'on a retenus, vous avez vu donc l'ADIN, hein, donc l'azote lié aux fibres ADF. Donc ça, c'est un critère historique, donc qui aujourd'hui est plus très utilisé pour comparer les foins et les désir, puisqu'il n'y a plus de désir pratiquement aux USA. Par contre, qui est toujours utilisé, comme je vous disais, pour calculer les valeurs nutritionnelles des produits. Et puis enfin, la furosine. Donc là, c'est du spécifique à la réaction de Maillard. Et la réaction de Maillard, dès qu'on commence à chauffer, ça commence à apparaître, sauf si on fait des chauffages très ménagers, mais bon, c'est quand même pas vraiment courant chez nous. C'est aujourd'hui assez développé en food, mais bon, le versant de la médaille par rapport aux deux autres techniques, c'est des analyses qui sont assez coûteuses. Bon, puisque les techniques ne sont pas tous les mêmes, hein, c'est de l'HPLC, donc tout de suite, c'est autre chose que de la chimie basique, si je puis dire. Donc voilà où on en est. La suite du projet, donc maintenant qu'on sait où à peu près on peut aller, donc on va continuer. Donc l'approche par enquête dont je parlais tout à l'heure. Donc l'objectif, ça va être de collecter des échantillons pour lesquels on va maximiser la variabilité des conditions de production, alors que ce soit en usine d'Aisy ou en foin, puisque l'idée c'est de voir comment ces critères peuvent évoluer au sein de la même population. Donc on va collecter ces échantillons, alors sur des axes de variabilité qui sont a priori identifiés, il y en a peut-être d'autres à imaginer, mais bon, pour avoir travaillé dans les différents comités, ça a été partagé au niveau Sénat, au niveau CET aussi. Donc le type de séchage, bien sûr, alors on sait, nous, la référence, c'est le tambour sécheur, mais vous savez aussi qu'il y a d'autres systèmes, notamment basse température, tapis, qui existent, voire d'autres choses un peu plus exotiques. L'intensité de séchage, ben ça, tout le monde aujourd'hui, on est conscient, il y a des choses différentes qui se font. Et puis, on peut bien sûr se poser la question sur la valeur, la qualité de la luzerne initiale, une luzerne plus ou moins riche, hein, plus ou moins jeune, avec plus ou moins de protéines, plus ou moins de sucre. En général, tout ça, c'est un petit peu lié quand même. Et on peut imaginer que sur des réactions assez complexes, style l'élaboration des furosines, ça puisse avoir un impact différent. Donc, c'est bien toute cette gamme de variabilité qu'on veut cerner pour chacun des deux types de produits, foin, luzerne d'Aisy, pour dire, ben, effectivement, dans un cas ou dans les trois, j'en sais rien, ben, on arrive toujours à faire le distinguo. Et puis ensuite, derrière, ben, c'est ça, c'est le traitement des données. Donc, on regarde les populations, hein, donc on va refaire des petits graphiques, on va refaire nos petits histogrammes, là, donc vus de dessus, hein, et puis on va regarder ceux qui vont se détacher proprement. Hein, par exemple, si on a deux choses comme ça, ben, ça ne sera pas très pertinent. Hein, par contre, si on a un critère pour lequel il y a une population là et une population là, je dirais bingo, hein, le test statistique, on peut presque le faire à l'œil. Donc voilà, donc ça sera la deuxième partie, une fois qu'on aura acquis, récupéré toutes les données. Et puis donc voilà, donc oui, merci pour votre attention. Et donc rendez-vous pour la suite. On va commencer la collecte là cette année. Donc le temps de faire la collecte, de passer par les laboratoires. Ces résultats pour oui, fin 2021, début 2022. Donc comme disait Samy tout à l'heure, rendez-vous aux prochaines journées techniques. Très bien, merci. Merci beaucoup Didier. J'ai une question là qui arrive concernant la furosine. Tu as parlé beaucoup de furosine. À partir de quelle température la furosine apparaît? Alors, bonne question. J'avoue que j'ai pas creusé suffisamment. A priori, les marqueurs de Maillard, ça arrive assez vite.
Alors, ça fait partie, effectivement, le pourquoi on veut tester différents, comment dire, différents systèmes de séchage. Et effectivement, c'est par rapport à notre séchage haute température versus les sécheurs basse température. Bon, j'ai au moins 2 exemples dans la tête. Et c'est par rapport à ça que je voudrais aussi vérifier. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, enfin, bon, on n'a pas vu grand-chose dans la biblio parce qu'en fait, la partie furosine, c'est travaillé en agroalimentaire, notamment ben, tout ce qui est biscuiterie, tout ce qui est. C'est très répandu pour le lait UHT. Hein. Enfin, ça. Bon, plus trop maintenant, parce que, mais à un moment donné, quand les gens ont voulu mettre faire la mise au point de ces techniques-là, c'était un critère qui a été suivi. Et bon, alors, pour faire un espèce de parallèle hyper rapide, quand on fait de la biscuiterie, bon, vous avez en tête les températures de cuisson hein, pour les biscuits. On ne fait pas des biscuits à 30 degrés. Et puis le lait UHT, ben, c'est pareil. On ne va pas faire de la stérilisation à 50 degrés. Hein. D'accord. Désolé, j'ai pas de réponse. J'ai une autre question, Didier. Concernant toujours la furosine, dans quel domaine on utilise la furosine aujourd'hui? Le dosage de la furosine, en tout cas. Ouais, je l'ai dit, c'est encore. Enfin, historiquement, c'était lait UHT et encore aujourd'hui, c'est Ouais. comment, un critère de pilotage des gens qui font cette technique-là. Donc, voilà. Après, il y a là, oui, effectivement, donc, je le citais aussi la biscuiterie. Mais bon, c'est vrai. Ouais. Quand on fait la bio, on ne trouve que des choses en food. On trouve pratiquement rien, on va dire, en feed. La seule publique qu'on ait trouvée, là, c'est celle-là, qui est toute récente. Hein, donc, on démarre vraiment, quoi. Enfin, pour la partie nutrition animale. Et donc là, j'ai une autre question aussi sur l'effet bypass des protéines. Est-ce qu'il est seulement dû à la réaction de Maillard, cet effet bypass? Ben, l'effet de bypass avant, alors effectivement, la réaction de Maillard peut jouer, mais c'est pas là-dessus qu'on va compter. Principalement, c'est surtout au niveau de la modification de structure des protéines. Hein, les protéines, je ne vais pas me lancer dans un cours de biochimie, désolé, mais c'est des espèces de molécules très compliquées, très ramifiées, et dont la structure, les ramifications peuvent se modifier sous des conditions de température notamment. Bon, il y a le pH, etc., mais il y a les températures. Et ça va faire que les protéines vont se modifier et que ça va être, dans certains cas, moins accessible aux micro-organismes du rumen. Donc, les micro-organismes du rumen, effet bypass, effet température, vont pouvoir dégrader les protéines, qui par contre vont être digérées dans la partie intestinale. Donc, c'est ça l'effet bypass. Dans le cas des réactions de Maillard, il peut y avoir cet effet-là, mais si on va trop loin sur la réaction de Maillard, on va faire des complexes qui vont être très compliqués à débobiner par la suite dans la partie intestinale. Et en fait, comme on dit vulgairement, c'est plus la protéine bypass, c'est la protéine bye-bye, quoi. C'est-à-dire qu'elle fait tout le long du tractus digestif et elle ressort. Donc c'est une perte azotée. D'accord, très bien. Merci Didier. Merci pour ta présentation qui était très complète. Hein.